C'est la pratique maintenant. Alors, donc me voilà encore une fois. Ça devient plus régulier maintenant. Parce que je cherche un emploi, l'étape suivante de ma vie, j'ai plus de temps pour essayer d'améliorer certaines compétences. La parole surtout. Alors, donc c'est un processus pour moi. Le processus de trouver la motivation, l'énergie pour l'expression. Alors, mais je voulais cette fois parler du genre en général. Et j'ai une expérience assez particulière par rapport au genre parce que je suis trans. Et oui, une grande raison pour ma décision pour transitionner, il me semble que c'était la vue sociétale portée sur les femmes. Alors, et le discours dominant, le discours accepté maintenant dans les cercles queer, c'est que la dysphorie du corps, la dysphorie sociétale, c'est la seule raison valable pour transitionner. Et la perception sociétale, les effets nocifs du sexisme, ce n'est pas ce n'est pas une motivation valable. Ce n'est pas la vraie dysphorie. Et je m'interroge dernièrement concernant la dysphorie par rapport au sexisme, à la misogynie surtout. Et je pense que ces questions ne sont pas résolues par personne d'ailleurs. Et je me posais ces questions dès le début de la considération de la transition. Et il y a énormément de problèmes et de questions qui sont liées à cette considération qui font qu'elle est très difficile à trouver l'origine des motivations. Il y a le sexisme des TCA par exemple, le corps et l'alimentation, les normes de beauté. Alors, et toutes ces choses font que l'introspection est très difficile à faire. Alors, et j'ai certaines opinions en ce moment de ma propre transition et mon genre. Et je suis conscient que je suis juste un individu. Ma perspective est particulière à moi. Et ce n'est pas surtout universel, pas du tout. Alors, mais j'avais des questions surtout concernant la transition et la qualité plus ou moins concrète de la décision. Oui. Et j'ai commencé à rechercher la transition et j'avais l'impression qu'on est trans ou on ne l'est pas. Et qu'il y avait un processus pour découvrir cet état intrinsèque et concret. Et il y avait certaines questions pour déterminer si on appartient à ce groupe-là. Alors, et en somme, j'avais l'impression que le fait d'être trans était quelque chose de prédéterminé. Ouais, quelque chose de concret. Et je pense que cette vue est vraie d'une manière, je pense toujours, mais la manière d'arriver à cette conclusion est différente de ce que j'ai cru avant. Oui. Certes, il y a deux groupes, ceux qui sont cis, ceux qui sont trans, mais je crois que ces lignes sont un peu plus floues que j'ai pensé avant. Dès le début, je lisais des témoignages de ceux qui ont détransitionné, ceux qui ont arrêté leur transition. Et je me rends compte qu'il y a ceux qui ont la dysphorie et qui ne transitionnent pas. Alors, et la dysphorie peut se manifester de différents niveaux. Il y a des situations très angoissantes pour ceux qui la souffrent, des cas où l'individu doit prendre des mesures pour transitionner, et si elle ou il ne le fait pas, la situation va devenir très très grave et elle ou il risque de mourir. Et il y a les cas aussi où la dysphorie est une sorte de douleur à l'arrière-plan qui se manifeste peut-être moins souvent,
et où il est peut-être plus difficile à reconnaître. Et je me suis rendu compte que cette échelle, on doit la considérer, on doit évaluer l'urgence et l'angoisse, le déconfort, et on doit prendre telle ou telle mesure pour qu'on puisse améliorer la situation et réduire la douleur. Et la question devient non pas est-ce que je suis trans, mais quelle mesure est-ce que je devrais prendre pour me soulager, pour réduire cette anxiété, cette douleur. Et si on découvre que ces mesures portent le bonheur, portent un soulagement, on découvre qu'on est trans. Et je ne veux pas dire qu'on devrait prendre des hormones pour découvrir si on est trans ou non. Cela peut être bien dangereux, vu qu'il y a des changements qui sont permanents. Par exemple, la voix, pour ceux qui sont transmasculins comme moi. Dès qu'on prend des hormones, je pense que dans mon cas, dès le premier mois, sa voix devient plus grave et ça dure toute la vie en fait. Ça ne revient pas à l'état avant de prendre des hormones. Alors, et je veux dire justement qu'on doit considérer ce qu'on va perdre, ce qu'on va obtenir et la relation entre cela et ce qui va accorder le soulagement. Et on peut essayer des choses différentes sans des hormones, sans des opérations chirurgicales. On peut essayer des vêtements différents, le binding, le maquillage, etc. pour prévoir d'une manière ces effets. Et avec cette prise de conscience que j'ai eue, je m'interroge concernant les motivations parce que la nouvelle perspective présente la possibilité de la présence de ces motivations, non pas seulement en état intrinsèque et prédéterminé. Alors, par exemple, est-ce qu'il y a des motivations qui sont plus valables que d'autres et qui déterminent la validité de ces motivations? Il me semble que cette validité sera déterminée par rapport à la possibilité des transitions, de l'arrêt de la transition à l'avenir, c'est-à-dire la durabilité, disons, de la motivation. C'est une qualité qui me semble quand même assez individualisée, assez subjective, mais laissons cela. Lorsque j'étais perçue comme une femme, j'étais très consciente des perceptions sociétales, les attentes, etc. Et j'en étais angoissé. Par exemple, l'hypersexualisation du corps féminin, l'attente qu'on se comporte d'une telle manière, par exemple être très maternelle, très douce, accueillante. Et certes, il y a certaines qui revendiquent ces traits de personnalité, et je ne dédaigne pas ces caractéristiques. C'est seulement que l'attente elle-même est nocive, dans la mesure où elle est limitante et réductrice. Il y a 1000 façons d'être une femme qui comprennent bien plus et souvent aucune de ces caractéristiques-là. Et ces façons, ces perspectives ne sont absolument pas moins valides que les perspectives dites plus traditionnelles ou attendues par la société. Cela devient une sorte de caricature, une image est brossée de la femme qui est trop superficielle et qui est aveugle à la multiplicité de perspectives et aussi bien que la personnalité, les aspirations et l'essence de l'individu. En un mot, c'est juste réducteur. Et je me demande quelle place ce déconfort face à la misogynie prend dans la considération de la transition. Est-ce que ce déconfort, est-ce que cette motivation est valable? Est-ce que cela va durer? Et le déconfort par rapport au corps, c'est très lié à la dysphorie, c'est même la définition entière. Et je pense que c'est très lié au sexisme, ou ça peut être très lié au sexisme. Au moins c'est difficile à en séparer ou déterminer si ce déconfort est lié à la misogynie. Et
Oui. Et le déconfort nous rappelle qu'on appartient à un certain genre, avec les attentes, les présomptions blessantes. Alors, est-ce que ce rappel est la dysphorie ou est-ce que c'est le déconfort face au sexisme? Et c'est très difficile à séparer ces deux choses. Ou est-ce que ces choses sont la même chose? On ne le sait pas. Il y a aussi le côté associé au TCA, les troubles de comportement alimentaire, qui peuvent être liés au sexisme aussi, aux attentes de l'apparence, qui sont très très pressantes pour les femmes, alors très encombrantes, disons. Alors, et je commence même à me demander, est-ce que l'origine est importante même? Parce que les mesures, les démarches qu'on prend, est-ce qu'elles soulagent l'individu? Et si oui, est-ce que l'origine importe? Est-ce que le bonheur, à la fin, importe seul? Je dirais que oui, en fait. Mais la problématique, on ne sait pas si on va être soulagé. On le sait seulement lorsqu'on prend la décision. J'en suis conscient. Il me semble que ces questions ne sont sûrement pas résolues, par personne d'ailleurs. Le processus de prendre la décision est très très flou, très tortueux pour la plupart du monde, je pense. Et c'est ceux qui transitionnent ont souvent du mal à s'expliquer, à expliquer la dysphorie en général. Il me semble que ceux qui sont censés permettre les gens à transitionner, c'est-à-dire les professionnels de santé, n'auront surtout pas cette capacité non plus. Alors, c'est une décision très délicate qui devrait prendre beaucoup de temps, vu qu'il y a des changements permanents dès qu'on prend des hormones, des opérations chirurgicales, etc. Mais je pense aussi que les gens en général aient un concept bien moins concret qu'on y pense, moins essentiel et très individualisé en fait. Et aussi je veux répéter, je ne suis qu'un individu, ma perspective est très limitée à mon expérience et je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un professionnel de santé, mais il me semble quand même que ces professionnels savent moins que ceux qui sont comme moi en fait. Alors, et je crois que les théories concernant le genre, surtout par rapport aux personnes, aux individus trans, sont dans leur enfance relativement. Et je pense que toute chose, tout qu'on sait en général est bien plus compliqué qu'on ne pense à première vue. Alors, et qu'il est raisonnable à dire que le genre a aussi cette qualité-là. Alors, c'est probablement moins essentialiste qu'on le pense. Et c'est aussi intéressant de voir l'intersection entre le féminisme et la misogynie et le discours autour d'être trans. C'est aussi intéressant de voir celle entre une masculinité positive qui n'est pas liée à la subjugation des femmes et la misogynie. Et je m'interroge concernant ce dernier point dans mon propre cas, parce que vu que je suis transmasculin, et ces étiquettes masculin et féminin, j'ai souligné la qualité limitante de ces étiquettes, et je pense toujours qu'elles sont limitantes, mais aussi je dois avouer qu'il y a des différences entre hommes et femmes, évidemment, on ne peut pas y échapper. Et il y a quelques années, je voulais nier autant que je pouvais ces différences, ouais, parce qu'elles s'ajoutent à la limitation aux étiquettes. Par exemple, si on souligne que les femmes ont naturellement une masse musculaire moins importante que celle des hommes, on décourage les rêves qui incluent la force, la prouesse physique, par exemple le sport, et on diminue aussi, à mon avis, la valeur de ces rêves, particulièrement par rapport aux hommes.
Mais quand même, il ne faut pas être tout à fait aveugle et nier absolument toutes les différences. Je pense qu'il faut y avoir un équilibre. Par exemple, si on nie les différences, on gomme l'expérience d'appartenir au genre féminin ou au genre masculin. Il y a certaines expériences qui sont généralement particulières aux hommes ou aux femmes. Et je pense que nier la différence, la particularité de ces expériences est parfois pas trop productif. Pour moi, personnellement, ce déni empêchait l'introspection, la considération de l'effet du sexisme. D'une manière fondamentale, si on nie les différences, on nie l'existence du sexisme. Alors, il ne faut pas focaliser complètement sur ces différences, mais il faut y avoir quand même un équilibre. Alors, donc c'était juste quelques pensées par rapport au genre. Je pourrais bien dire beaucoup plus, mais c'est déjà assez long. Peut-être je vais reparler plus tard, surtout concernant le féminisme et la masculinité en général. Mais je pense que c'est tout pour le moment.